Bonjour tout le monde. Les médias censés informer et éclairer ne sont-ils pas en train de devenir des outils de censure, de manipulation et parfois de haine? Aujourd'hui, pour discuter de ces thématiques, de nos réactions, nos interrogations, j'ai l'immense plaisir et le grand honneur de recevoir notre cher camarade, le grand journaliste Momo Guichard. Merci infiniment, Momo, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de te recevoir. Quel Euh, plaisir. bonsoir, enfin, ou bonjour à toutes et tous. C'est un honneur évidemment réciproque et dès que je le peux, c'est toujours un plaisir pour moi de venir échanger avec toi sur ce média helvétique, mais qui va au-delà, puisque il est, je le sais par des témoignages, qu'il est suivi notamment depuis le Maghreb et d'autres pays à travers le monde, et je m'en félicite à chaque fois de pouvoir m'exprimer auprès de nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes un peu partout sur des questions qui me semblent extrêmement importantes. Merci beaucoup. Ça a été prévu qu'on fasse aujourd'hui un live, mais en réponse favorable aux souhaits de nos amis canadiens, les amis canadiens avec le décalage d'horaire, on a accepté d'enregistrer pour une diffusion en juste 24 heures d'après. Mourad, la liberté d'informer aujourd'hui en France, dans une situation chaotique, dramatique, choquante. Quelle est ta lecture de l'état de la liberté d'information en France aujourd'hui? Sommes-nous en train d'assister à une régression démocratique en matière de pluralité médiatique ou décadence de l'éthique médiatique? Alors, j'étais ce week-end, j'ai été invité par Aymeric Caron, le député Nouveau Front Populaire et le fondateur du mouvement, notamment écologiste, Rêve, à son université d'été. Et donc, on a eu un certain nombre de débats, un certain nombre de discussions. J'avais animé une table ronde. Et puis, on a abordé la question des médias. Et je trouve que le problème de fond en France aujourd'hui, ce sur quoi Aymeric Caron est assez d'accord, j'espère qu'on va y travailler, c'est l'absence de... Enfin, c'est le peu de place, en fait, que prend la question médiatique, notamment dans les programmes des partis. Ah oui, non, les partis de gauche, je ne pense pas aux partis de droite, mais dans les partis de gauche, le peu de place que prend la question médiatique. Alors, quelle est cette question? C'est de savoir s'il faut ou non réguler, je dis bien réguler, les médias. Et comme je le rappelle très souvent, par exemple, l'obtention enfin l'obtention et surtout le renouvellement de la carte de presse n'est lié à aucun critère déontologique ou éthique. Alors vous pouvez sortir la pire horreur, et Dieu sait que depuis le 7 octobre, puisque tu avais titré ce nouvel opus, cette rencontre du jour, deux poids, deux mesures en France. Et moi, j'ai envie de dire, poussons le bouchon jusqu'au bout. Et je reprendrai la citation de Nassera El Moadem, qui est une consoeur d'Arrêt sur Image, qui avait écrit sur Twitter France, virgule, pays de racistes dégénérés, et qui s'est pris des volets de bois vert comme personne d'autre ne se prendrait si c'était sur un autre sujet. Et donc, oui, il y a un deux poids, deux mesures. Oui, je pense qu'il faut réguler les médias, sauf que les médias sont, vous savez, c'est un peu comme la 6e République. Les médias sont juges et partis, c'est-à-dire qu'ils décident eux-mêmes qu'on n'a pas le droit de toucher à un cheveu, même si je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de cheveux, mais on ne peut pas toucher un cheveu aux journalistes sans atteindre la liberté d'expression. Et donc, ça conduit à ce qu'il n'y ait pas, par exemple, l'équivalent d'un conseil de l'ordre, quelque chose qui régule un peu, ou même l'équivalent d'un conseil de déontologie comme il y a en Belgique. Alors, il y en a un en France qui s'appelle le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, mais qui n'a aucun pouvoir de sanction, aucun pouvoir. Il émet simplement un avis, et voire même, de manière assez régulière, je vous invite à aller voir leurs avis. CDJM. Allez voir les avis qu'ils émettent après avoir été saisis. Très souvent, dans quasiment la totalité des avis, ils vont appeler le média incriminé. Et bien, le média incriminé, en fait, un peu comme Marine Le Pen avec l'affaire européenne, dit non, nous on répond pas.
On n'en a rien à foutre. Ils envoient des mails, ils appellent, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire qu'il y a une impunité totale de la part des médias, et cette impunité se retrouve effectivement dans le titre que tu avais choisi, qui est très pertinent, c'est le fameux 2 poids, 2 mesures. Je vais vous prendre un simple exemple. Aujourd'hui, par exemple, alors là, c'est très récent, le journal Franc-Tireur, donc de Caroline Fourest, de Raphaël Enthoven, payé par un milliardaire des pays de l'Est, dont on se questionne parfois sur l'origine de sa fortune, hein, ce qu'on ne fait pas pour le Qatar, par exemple. Je ferme la parenthèse. Mais ils viennent de sortir un papier à propos de la famine à Gaza. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, le phénomène de bunkérisation. C'est-à-dire que je fais un parallèle avec Hitler et sa garde rapprochée qui, dans les dernières semaines d'avril 1945, avant son suicide, Hitler va se retrouver dans un espèce de bunker, une espèce de bunker où il sait que c'est perdu, il sait que c'est fini, mais il va continuer. Et eux sont exactement dans cette position. C'est-à-dire qu'ils vont sortir un dossier. Comme vous le savez, l'ONU a reconnu qu'il y avait une famine à Gaza, avec des chiffres à l'appui, avec des compteurs qui permettent de dire à partir de quel moment, en gros, des enfants rachitiques le sont parce que frappés par une famine. Eh bien, ces gens-là… Une famine naturelle et tout, même la qualification, je m'excuse, la qualification des Nations Unies, il est imputé. C'est une famine orchestrée, organisée dans un acte de crime de guerre. Absolument, c'est un crime de guerre, c'est une violation totale de toutes les conventions. D'ailleurs, c'est même pas seulement Genève, hein, pour prendre l'exemple qui est proche de vous, mais c'est une violation effectivement de toutes les règles humanitaires possibles. Et je rappelle que, évidemment, Israël, ils sont pas cons, ils n'avaient pas ratifié un certain nombre justement de conventions internationales à ce propos-là. Enfin, il n'en demeure pas moins que c'est une famine. C'est reconnu par tout le monde, c'est-à-dire par les ONG, les instances internationales, l'ONU. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas, pardon de le dire comme ça, mais le degré de saloperie qu'on peut atteindre à ce point-là m'épate littéralement. Ils vont faire un dossier avec une proche de Caroline Yadan, donc une proche de Netanyahou, une pro-génocidaire, que pas du tout journaliste, qui va signer un papier en disant que ils ont changé, tenez-vous bien, ils ont changé les critères qui sont passés de 30, je crois, 30% à 15% sur le fait de mesurer, vous savez, le poignet des enfants, de faire un rapport entre le poids et la taille, et ainsi de suite. Calories, oui, l'équation calorique. Exactement. Ils vont sortir une dinguerie de ce niveau-là, sauf que c'est faux, évidemment. C'est un mensonge et ça vient directement, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, ce que je vous dis est vérifié. Hein. Vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, ça vient d'une affichette qui a été faite par les autorités israéliennes, qui sortent exactement le même bobard. Donc c'est de la propagande, mais je pense que depuis sa tombe, je pense que Goebbels, le nazi, le monsieur propagande du régime nazi du Troisième Reich, doit se retourner dans sa tombe en se disant mais ils n'ont quand même pas osé. Bah si, ils ont osé. Et ils ont ce qu'on a. Alors ils aiment bien appeler, vous savez, les proxys. Ils disent qu'il y a l'Iran qui est le monstre sacré, et puis il y a les proxys, le Hezbollah, le Hamas, et ainsi de suite. Moi, je dis que ces gens-là sont des proxys de la propagande génocidaire du gouvernement israélien qui se rend coupable devant la justice, pas devant l'histoire, devant la justice, qui se rend coupable d'un génocide. Et je trouve ça gravissime parce que, très concrètement, depuis le temps qu'on s'en parle, vous et moi, il n'y a pas de sanctions. Il y a des appels, mais il n'y a pas de sanctions. Alors, tu avais reçu l'une de nos camarades, Nassera, qui avec Diane avait. Là, je te remercie d'ailleurs pour cette émission avec le docteur Berlin, qui ont lancé, je le redis, hein, une cagnotte, donc pour pouvoir, elles sont déjà entourées d'une dizaine d'avocats et qui vont lancer enfin, il faut que ce soit 2 jeunes femmes, 2 jeunes citoyennes qui se lancent comme ça et qui décident d'attaquer tous ces collabos d'Israël, tous les collabos médiatiques d'Israël, avec la difficulté que tous, c'est ça le problème de perception, c'est pour ça que j'essaie de l'expliquer toutes les semaines, tous ne sont pas journalistes. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les essayistes, qui sont personnes, mais qu'on a mis parce qu'ils viennent sortir la doxa. Par exemple, Rachel Kahn, on a un exemple parfait. Ils sont chroniqueurs. Bon, Enthoven est chroniqueur. Quelle légitimité a-t-il à parler du Moyen-Orient? Aucune.
Voilà, eux, comment le repris de justice, Gilles, pardon, Golnadel, l'avocat, vous imaginez, un avocat repris de justice. Le mec a été condamné définitivement dans une affaire, a été condamné en première instance face au maire de Stein, pardon, pour des propos alors qui sont qualifiés d'injure publique, que moi je qualifie de proprement raciste, puisque ça vise des Arabes, en l'occurrence une ville qui s'appelle Stein, qui est en Seine-Saint-Denis, et dont le gros tort, ou le principal tort, est d'avoir au sein de son conseil municipal un certain nombre d'élus, de personnes qui ont des noms à consonance maghrébine. Eh bien, il traite cette ville de phare de l'islamisation ou de l'islamisme ou de l'islamo je sais pas quoi. Tout ça parce que c'est des Arabes. Donc pour moi, c'est du racisme pur. Et je prends un dernier exemple pour vous montrer ce fameux deux poids deux mesures. Il y a un garçon qui s'appelle Tapiro, qui est un pauvre type, qui a contribué notamment à créer une milice de défense juive en France, avec, selon ses dires, l'aide, l'appui du gouvernement israélien, dont on devine que c'est pas les plus gauchistes parmi les ministres qui l'ont appuyé. Tapiro, donc, qui est publicitaire, qui est connu pour avoir été vu dans une vidéo à moitié, enfin ivre-mort, dans les allées du Bois de Boulogne, qui est invité très régulièrement partout. Il va parler donc il y a Caroline Yadan, dont sur le plateau d'une chaîne sportive, je crois que c'était l'Équipe, va sortir un rapport où elle va expliquer que le sport, et notamment le football, s'islamise. Et que les islamistes, les frères musulmans, vous savez, les fameux frères musulmans dont personne n'a jamais eu connaissance, mais qu'eux connaissent très bien, sans pouvoir citer un nom, que les frères musulmans avaient investi les stades de foot, avaient investi les équipes, les vestiaires, et ainsi de suite. Et puis, il y a quelqu'un qui va remettre en cause ça en disant que ça représente 0,007%, que c'est pas une réalité, enfin bref. Chiffres qui sont vérifiés. Eh bien, on demande à ce fameux Franck Tapiro des milices de défense juive, israélienne au moins, on va lui demander son avis. Et il va dire ah là là, mais je comprends que ce chroniqueur musulman ait été fâché ou ait été vexé. Ce chroniqueur musulman. Et je termine là-dessus. Imaginez un quart de seconde qu'on remplace chroniqueur musulman par une autre confession présumée. Il n'en sait rien. Simplement, il a peut-être le défaut de s'appeler, je sais pas moi, Djilali ou Morad ou qui vous voulez. Il est présumé musulman. Imaginez quelqu'un d'une religion présumée juive ou d'une culture présumée juive, on ose dire un chroniqueur. Je comprends que ce chroniqueur juif ou cette chroniqueuse juive soit vexée. Étiquetage direct. Mais ces voix de haine, ces voix de... je m'excuse, qui n'ont aucune qualification professionnelle, journalistique, rien du tout. Hein. Ces voix parachutées, implantées minutieusement dans des plateaux, dans des médias, etc., ils ne sont pas seuls. Ils profitent aussi d'un soutien officiel, d'un soutien de l'État. On n'a pas vu l'État réagir, par exemple, à travers ces appels de haine, à travers l'apologie du terrorisme exercé aujourd'hui par le Tsahal contre les Palestiniens. On n'a pas vu l'agissement de l'État ou du parquet face à ces appels de déshumanisation des victimes palestiniennes. Si tu dis, Mourad Kishar, vive la Palestine, demain tu es poursuivi par la police judiciaire, par parquet antiterrorisme et tout. Mais aujourd'hui, l'appareil étatique aussi française est complice de cette situation chaotique, de cette drame pour le droit d'information politique, journalistique. Alors, Abdelali, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. J'aimerais bien, il ne faut pas oublier cette histoire de l'enseignant suite à la demande de ses élèves chrétiens, musulmans, africains qui ont sollicité une minute de solidarité avec les enfants et les femmes palestiniens. Il a été directement suspendu. Mais une autre enseignante, elle est présente dans des plateaux, elle appelle à la haine, à la liquidation physique des Palestiniens. Non, il passe comme ça. Alors, je le redis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur l'État, le gouvernement, l'État français qui ne ferait rien. Si, ils font quelque chose.
C'est-à-dire que très concrètement, non seulement ils encouragent, ils valident. Alors je pense par exemple au rapport bidon de la chercheuse du CNRS, Florence Bergeau-Blaclair, qui a fait un rapport sur les frères musulmans, que je le répète, hein, que personne n'a jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu un frère musulman. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Il n'y a pas de nom. On ne sait pas où ils sont. Mais enfin, il y a un côté un peu, je pense, un peu. S'il te plaît, Momo, sans oublier que ce rapport a été salué et soutenu par Hassan Sherhoum, une référence. Oui. Ah, mais j'allais y venir. Je disais, tu dis qu'ils font rien. Eh bien, si. Macron a fait 2 réunions du Conseil de sécurité pour évoquer la question des frères musulmans. Alors qu'il y avait quand même quelques autres sujets à évoquer en France en ce moment. On a d'autres soucis que ça. Donc, non seulement ils valident, mais en plus, et donc c'est là que je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'ils vont avoir une autre démarche, c'est de récompenser des gens comme Florence Bergeau-Blaclair, donc cette fameuse chercheuse qui sort des rapports bidonnés, qui est une raciste de première classe, et ce que je dis est documenté. Elle tient des propos ouvertement racistes sur les réseaux sociaux. Elle est payée par Elnet, le groupe de lobbying israélien pro-Netanyahou. Elle est payée par Sterrin, le milliardaire planqué en Belgique, le réfugié fiscal planqué en Belgique, qui notamment met tous ses moyens. Vous savez, c'est les box là, quand vous offrez des box pour un week-end à Center Park ou pour un week-end à Lyon, je ne sais pas quoi, c'est lui. Voilà, donc je vous conseille d'arrêter net, de payer ce genre de trucs et de boycotter tout simplement. Eh bien, elle est payée aussi par Sterrin. Et c'est ce qu'avait révélé d'ailleurs le journal L'Humanité pour lequel je travaille. Ces gens-là, donc elle, Caroline Fourest, ou Sophia Boko Haram, puisqu'on a le droit de jouer sur les mots et de les arabiser pour les rendre méprisables. Donc, c'est elle qui a commencé. Hein. Donc, je continue. Sophia Boko Haram, l'ex-humoriste qui sévit sur France Inter, a également reçu la Légion d'honneur. Donc, il y a une action de l'État qui vise à promouvoir de manière flagrante et évidente, puisque c'est l'État. Hein. Enfin, c'est l'État. La Légion d'honneur, c'est un statut particulier, mais enfin, c'est quand même avec l'aval du gouvernement. D'une part, donc ils sont récompensés. Et donc ça, c'est un fait, pour rejoindre ce que tu disais, c'est un fait objectif. C'est-à-dire que non seulement ils ne sont pas sanctionnés, mais en plus, si tu tiens ce discours-là sur les médias français, tu es à peu près certain d'avoir une récompense à un moment donné. Et donc, si tu joues le bon tout de service, je rappelle que, par exemple, Sophia Aram avait écrit dans... On va revenir aux 2 poids 2 mesures. Sophia Aram avait écrit un billet tout à fait politique, qui n'avait rien à voir avec un billet humoristique, sur la flottille pour Gaza. Alors, vous savez, ils l'appellent tous et toutes, ils les appellent la croisière s'amuse avec un mépris qui force l'admiration. Elle avait parlé de Greta Thunberg, qu'elle avait qualifiée, tenez-vous bien, de Miss Chris Prolls. Vous savez, les biscottes suédoises. Miss Chris Prolls. C'est-à-dire que, ce qui a d'ailleurs provoqué la colère de la Société des journalistes du Parisien qui ont demandé à ce qu'elle arrête. Imaginez, je repose toujours cette question-là. Remplaçons Chris Prolls par autre chose. Imaginons que demain, je dise à propos de Sophia Aram, Miss Couscous ou Miss Tagine. Mais légitimement, il y aurait de quoi s'interroger sur une pensée raciste dans ce propos-là. Bah ouais, évidemment que c'est raciste de rapporter ça. Vous vous rendez compte, Miss Couscous, mais évidemment que c'est raciste. Pourquoi Miss Chris Prolls, ça ne le serait pas? Et donc, ces gens sont dans ce fameux processus de bunkérisation. Ce terme, Mr. Couscous, il est souvent utilisé par Oussama John Messiha, oui. Oui, donc de l'extrême droite. Et donc, ces gens du printemps républicain, pour la plupart, en sont maintenant à utiliser, et tu as entièrement raison, en sont à utiliser exactement le verbiage, le dictionnaire, le lexique de l'extrême droite la plus virulente, la plus violente, la plus inculte, la plus bête. Tu viens d'en citer un exemple. Mais donc, ça montre à quel point tout ça est en perdition. Mais ils viennent de se faire offrir une chaîne de télévision, la chaîne T18, et ils continuent à être omniprésents sur les plus grandes chaînes BFM, LCI,
CNews ou même le service public sur France 5 notamment. Donc il y a une prime à la casserole qui pourrait passer, j'ai envie de dire, un peu crème en temps normal. En période de génocide, je trouve ça absolument scandaleux. Je pense un peu comme l'extrême droite et les sionards, les pro-Netanyahou sont aujourd'hui réunis. Je pense à Klarsfeld, par exemple, qui rend hommage au Rassemblement national. C'est par haine pure, simple et claire des Arabes. Donc oui, aujourd'hui, le climat est au racisme d'État, au racisme institutionnel et au racisme médiatique. Mourad, peut-on parler d'une instrumentalisation aussi de la peur et du rejet de l'autre pour faire de l'audience? On a vu par exemple ce scandale de Sonia Mabrouk, comment il a réagi à une information non vérifiée directement, étiquetage, hein, un élève arabe, et c'est avéré que cet élève n'est pas ni arabe, ni musulman, ni rien du tout, d'instrumentalisation de peur. Même on dit beaucoup de politiciens qualifient la gouvernance de Macron une gouvernance basée sur peur, la fabrication d'ennemis et la diabolisation de l'autre aussi. Alors, il en va sur les questions de société comme par exemple le racisme, puisque nous en parlons. Il en va. C'est pas propre à la question de rapport de différentes. Alors j'aime pas le terme communauté, hein, mais de différentes populations avec leur histoire, leurs origines entre elles. Et par exemple, on va prendre l'économie. Voilà. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire des 40 milliards d'économies que Bayrou veut faire. Voilà. Les 40 milliards d'économies, c'est exactement comme le racisme. C'est-à-dire qu'on aurait une formidable occasion de parler de la répartition des richesses, de parler de la répartition surtout de l'effort. Eh bien non. Bayrou va, avec Macron, ils vont stigmatiser, avec l'aide des médias dominants, ils vont stigmatiser les plus pauvres, ils vont stigmatiser les travailleurs, ils vont stigmatiser les retraités à qui ils vont demander des efforts financiers, comme si les retraités gagnaient des 100 et des 1000. Ils vont supprimer 2 jours de congé. Donc pendant 2 jours, on va bosser gratos. Alors moi, ça ne me concerne pas, je le précise. Mais les salariés vont bosser gratos pendant 2 jours. Au nom de quoi et parallèle. Donc ça, c'est évidemment pour faire oublier d'où vient la dette, à qui profite la dette, et surtout à qui fait-on le plus de cadeaux fiscaux? Qui paye le moins d'impôts? Alors proportionnellement évidemment, mais qui paye le moins d'impôts en France? Bah, les plus riches. À qui fait-on d'énormes cadeaux non conditionnés? Je pense aux aides aux entreprises les plus riches. On donne des milliards et des dizaines de milliards d'euros par an de cadeaux sans, merci François Hollande, sans la moindre contrepartie, sans la moindre vérification de l'utilisation et de l'efficacité de ces milliards déversés et qui, généralement, en grande partie, la démonstration a été faite, je crois, par Fabien Gay, le sénateur communiste, récemment, que la plupart de ces sommes que nous donnons, nous, aux grandes entreprises, sont en fait transformées en dividendes. C'est-à-dire que c'est les actionnaires qui vont toucher l'argent que nous, on verse, alors qu'on cherche 40 milliards sur le dos des plus pauvres. Le dernier exemple, je parlais du conditionnement. Donc, mon propos, c'était bien de dire que les questions de racisme, et je pense notamment à Rotaillot, mais on peut s'en dire un mot juste après, les questions obsessionnelles de racisme à la sauce Rotaillot, c'est pour faire oublier l'essentiel, bien évidemment. Et je prendrai le dernier exemple, puisque nous sommes en septembre, bientôt. C'est cette histoire, ce marronnier. Donc le marronnier, vous savez, c'est quelque chose qui revient tous les ans, comme par exemple dans les médias, comme par exemple les huîtres à Noël, la rentrée scolaire au mois de septembre, les coups de soleil et les terrasses en été, et ainsi de suite. Il y a un marronnier qui ressurgit, mais alors là, de la part de politiques, censés être un peu rigoureux, un peu sérieux, c'est la prime de rentrée scolaire. Et qu'est-ce qu'on explique avec la prime de rentrée scolaire? On explique que les gens achètent des écrans plats. Alors, ils achètent des écrans plats tous les ans. Moi, j'en suis à 6.
Non, je plaisante. Une rentrée de 400 €. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va fustiger de nouveau, on va flinguer, et j'ai encore plein d'exemples dans ma besace là pour la semaine prochaine, enfin pour cette semaine. On va flinguer les plus pauvres parce qu'il y a des conditions de revenus pour toucher la prime de rentrée scolaire et que ça sert évidemment à acheter. Et en plus, les deux, je crois qu'il y avait deux études les plus sérieuses montraient qu'évidemment c'était employé cette somme pour effectivement acheter un cartable, acheter des cahiers, acheter des crayons, enfin bon, bref. Eh ben non, on va expliquer de nouveau que c'est les salauds de pauvres qui pratiquent d'ailleurs la fraude sociale, trichent avec la Sécu, déclarent pas leur mort pour continuer à toucher leur pension, enfin les pires horreurs. Et ben pendant qu'on parle de ça, on parle pas du vrai problème qui est, je le redis, pardon de me répéter, la répartition des richesses et la répartition des aides qui va évidemment là, cette répartition des aides aux plus riches, et c'est ça qui devrait normalement, mais comme la question médiatique, hein, comme la question de la concentration des médias dans les mains de Bolloré par exemple, avec son projet de société ultra raciste et ultra conservateur, c'est ça qui devrait occuper les débats, et pourtant ça n'est pas le cas à cause de tout ce qu'on vient de se dire. Et Mourad, j'aimerais bien aussi avoir ton point de vue concernant ce fameux passage de Netanyahou sur une chaîne française. On se souvient de cette interview animée par le fameux Darus, bien connu, c'est un journaliste de service qui a accepté d'interroger Netanyahou. On a donné, ça veut dire, une occasion, une chance à Netanyahou pour justifier le génocide, pour justifier ces crimes contre la population palestinienne. En tant que journaliste français, quel est ton point de vue, tes sentiments, ton réaction? Ah oui, c'est vrai qu'il est de chez vous, Darius Rochebain. J'avais oublié qu'il était suisse. J'avais oublié, non, je le savais, mais je n'avais pas percuté. Non, moi j'avais dit, alors que ce soit Laurence Ferrari ou Darius Rochebain, j'avais bien dit à l'époque que c'était juste pas possible. C'est-à-dire qu'on peut pas, au nom du scoop, au nom de, alors c'est même pas de l'information, parce que là c'est un relais de propagande. On ne peut pas, parce que ça va flatter notre ego, de dire je vais rencontrer la personne dont on parle le plus, qui est poursuivie par la Cour pénale internationale. Voilà, on va le faire. D'autant moins lorsqu'on a dans ces promotions, ces contacts directs, les gens qu'on invite assez régulièrement. Je pense à Caroline Fourest. Je pense au jeu. Alors, je pense que vous l'avez vu, le fameux jeu Question pour un champion raciste, génocidaire, auquel avait participé Laurence Ferrari, où il fallait deviner la proportion du nombre d'enfants assassinés, ce qui était absolument honteux. Donc, quand ces gens-là, qui ont un parti pris, qui invitent sur leur plateau, ou qui sont eux-mêmes des promoteurs du génocide, on devine bien l'intention de départ. C'est pas d'interviewer, c'est de promouvoir. Et à partir du moment où on promeut sans aucun risque de sanction, d'avoir accepté ça, mais remplacer Netanyahou par Hitler, tout simplement, ou Franco. On ne peut pas imaginer Franco qui revient de Guernica, c'est une image, mais qui revient du bombardement de Guernica et à qui on va poser des questions toutes gentilles, toutes sympas, dans un cadre feutré, officiel, et qui donne l'impression qu'en fait on ne parle pas à une ordure nazie comme Franco, mais qu'on parle à un chef d'État respectable qui a le droit de défendre son point de vue. Non, en fait. Et donc je pense que c'est une faute, mais comme je vous le disais au départ, c'est le système médiatique français qui fait que vous pouvez faire la pire dinguerie, la pire saloperie, vous ne serez pas inquiété, voire même, prenons l'exemple de Morandini. Morandini qui sort des fake news, qui sort fake news sur fake news, il a été condamné. Il a été condamné définitivement pour des actes de pédocriminalité. Eh bien, non seulement il est maintenu à l'antenne par Bolloré, mais en plus de ça, il ose s'exprimer et sortir des infos bidonnées
pour défendre des enfants israéliens qui auraient été interdits. Oui, le donneur de leçons, oui. C'est extraordinaire. Il est capable de défendre des enfants s'ils sont israéliens et puis de les inviter à se tripoter s'ils ne le sont pas. Et que ce mec-là puisse encore être présent et pouvoir traiter ce genre de sujet, ça vous montre l'ampleur des dégâts et de la monstruosité des médias français. Et ce fameux, je le redis, mais c'est important, ce fameux deux poids, deux mesures, puisque si quelqu'un d'autre, je pense évidemment à mon confrère Mohamed Kassi, qui sur le service public avait interviewé avec professionnalisme, mais avec une certaine véhémence que je trouvais absolument justifiée à ce moment-là, avait interviewé Olivier Rafovitch, le porte-parole génocidaire de l'armée génocidaire israélienne, et qui l'avait mal pris et qui avait été mis à l'écart sur le champ. Et je rappelle, dernière chose, qu'un de mes confrères de France Info a été débarqué parce que Caroline Yadan, qui s'en est félicitée, est intervenue auprès de France Télévisions pour faire de France Télévisions pour faire dégager un bandeau où on parlait de 200 otages palestiniens et qu'elle a obtenu, non seulement elle a obtenu gain de cause, mais dans la seconde qui a suivi avec des excuses de la part de la direction de Radio France et ou de France Télévisions, parce que c'est un peu compliqué les liens entre France Info et France Télévisions. Elle a obtenu des excuses, elle s'en est vantée face caméra. Et je pense, pour finir là-dessus, je pense que non seulement c'est grave, non seulement il y a effectivement un deux poids deux mesures, mais en plus, je suis persuadé que ce genre de choses dont il et elle se vantent vient alimenter l'antisémitisme, le vrai, parce que ça vient remettre au goût du jour la théorie du complot des années 30, ou d'avant même, comme quoi les juifs ont de l'influence, il y a un lobby juif, il y a un pouvoir juif, quand ils décrochent leur téléphone, ils obtiennent gain de cause, ils ont main mise sur les médias, et ainsi de suite. Et ça alimente l'antisémitisme, mais je mesure même pas que... Alors, ceci dit, si demain l'antisémitisme n'existe plus, eux non plus n'existent plus, hein. Le CRIF et compagnie. Donc, je pense que inconsciemment, allez, on va être sympa, inconsciemment, ils ont intérêt à ce que ça continue, et de manière explicite et effective, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent continue, je pense à Meyer Habib ou à d'autres, ça continue à alimenter l'antisémitisme contre lequel nous combattons effectivement. J'avais la réaction de notre camarade Shlomo Sant, professeur Shlomo Sant, qui te passe le bonjour. Il m'a dit quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas une menace sur le peuple juif et sur le judaïsme plus grand que ce menace de Netanyahou et son entourage. Netanyahou, c'est la plus grande menace contre le peuple juif. Aujourd'hui, avec ses pratiques, ses agissements contre l'humanité, ces agissements barbares, génocidaires et tout, qui ne reflètent pas le vrai judaïsme. On a vu l'appel hier des rabbins, on a des grands rabbins qui ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et de ne pas suivre ce gouvernement génocidaire des rabbins. Alors, on trouve parfois des lobbyistes qui continuent à soutenir, malheureusement, ce génocide, malgré tout. Hein. Oui, alors, je paraphraserai, parce que c'est lui qui l'a, je pense, le mieux dit, je paraphraserai mon camarade Ronnie Broman, qui avait expliqué, oui, il avait dit en plateau que Netanyahou et le gouvernement Netanyahou, lui qui a vécu en Israël, qui est de culture et d'origine juive, l'a dit très précisément que oui, Netanyahou le mettait en danger. Il a dit ça il y a plusieurs mois. Alors vous imaginez aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans cette fuite en avant, dans cette bunkérisation, il y a également le fait que dès que vous émettez quelque chose à l'encontre de Netanyahou, vous êtes taxé d'antisémite. Alors, quel est le problème de fond par rapport à ça? Le problème de fond, c'est que
À partir du moment où vous êtes taxé d'antisémite pour simplement avoir dit du mal de Netanyahou, ça équivaut exactement, selon moi, ça équivaut exactement à parler de pogrom lorsque 3 abrutis de sionards israéliens bourrés à Amsterdam vont chanter des chants anti-arabes et qui vont se faire ils vont se prendre 2 baffes méritées et voilà. Et que si on ne comprend pas, si vous voulez que c'est si on fait semblant de ne pas comprendre que c'est parce que c'est des abrutis de sionards d'extrême droite, racistes, qui se prennent 2 baffes et qu'ils l'ont mérité, et que c'est une bataille entre supporters, et voilà. Appeler ça pogrom, ça signifie que les vrais pogroms, si on n'est pas au courant, on dit c'est que ça un pogrom, c'est une bataille entre pochetrons. Non. Pareil, lorsque Meyer Habib avait parlé, quand il y avait eu une bataille dans les rues de Paris en 2014, je crois, avait parlé d'une nuit de cristal, alors qu'il y avait des jeunes d'extrême droite, de l'extrême droite israélienne qui s'en étaient pris à des pro-palestiniens. Il avait parlé de nuit de cristal. Vous vous rendez compte, la nuit de cristal, je rappelle quand même que c'est en Allemagne, lorsqu'on allait casser les vitrines des magasins juifs, les brûler, éventuellement les sortir de chez eux, et puis les envoyer dans des camps. Alors à l'époque, c'était des camps de concentration qui mèneront évidemment au camp d'extermination. Donc voilà, si on dit qu'une bataille de rue avec 3 lancers de chaises, c'est ça la nuit de cristal, c'est un mélange de négationnisme et de révisionnisme en fait. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que à utiliser des termes comme ceux-là pour des choses qui n'ont rien à voir, on en vient à minimiser la réalité de l'histoire et on en vient à salir la mémoire de ceux qu'on est censé défendre, en l'occurrence les victimes de la Shoah. Morad, j'aimerais bien clôturer notre rencontre parce que je sais que tu es de retour des activités de l'Université d'été. Quelles sont aujourd'hui, d'après toi, les alternatives médiatiques qui défendent encore une véritable liberté d'information? Et comment nous pouvons continuer à redonner aux citoyens confiance dans une presse indépendante, éthique et au service de la démocratie? Alors, il y a évidemment, alors c'est un peu comme là, vous savez, l'agriculture biologique. Alors, on appelle l'agriculture biologique ou alternative quelque chose qui en fait est la réelle agriculture historique. Les hommes à l'origine n'avaient pas de pesticides, de produits chimiques et de saloperies à balancer sur des trucs cancérigènes à balancer sur leur production. C'est après que l'agriculture intensive est arrivée, elle s'est tellement généralisée qu'on a estimé que certains, je pense à la FNSEA, estiment que c'est l'agriculture normale, en gros, quand vous foutez des pesticides partout, et que les vrais agriculteurs, notamment les copains de la Confédération paysanne, sont eux des gauchistes, des alternatifs de machin. Vous voyez, ça vient s'instiller ce truc-là. Aujourd'hui, pour répondre à ta question, c'est exactement la même chose avec les médias. C'est-à-dire que les médias dits alternatifs, pour lesquels je bosse, entre autres, je pense évidemment aux médias TV, mais aussi à Street Press, je pense à mes copains de Blast et ainsi de suite. C'est eux, nous, j'estime qu'on fait le job, mais qu'on le fait comme devraient le faire tous les autres journaux, et que tous ceux qu'on appelle les mainstream sont en fait à la botte, alors soit d'intérêts financiers, soit d'une idéologie. Il ne faut pas oublier ça, hein. Il y a beaucoup de choses qu'ils font sans qu'on leur demande, hein. Ils le font spontanément. De défendre le pouvoir et ainsi de suite. Donc des carpettes qui racontent n'importe quoi. Je vous renvoie il y a un truc, si vous tapez Bruno Jeudi, J-E-U-D-Y, Bruno Jeudi, et que vous tapez Manuel Bompard, Bruno Jeudi, Manuel Bompard, vous allez voir un face-à-face complètement hallucinant où Bruno Jeudi va expliquer que les flottilles, enfin la flottille où il y avait Greta et Rima, il disait, il y a d'autres moyens que d'aller violer les eaux internationales ou les eaux israéliennes. Mais pas du tout. Heureusement, Manuel Bompard répond aussitôt. Il dit, mais non, mais ils ont violé quoi? Ils allaient à Gaza, ce n'était pas les eaux israéliennes. Et c'est même l'inverse, hein, puisque c'est Israël qui a violé les règles internationales en matière d'espace maritime pour aller arraisonner le bateau. Et donc, ce mec-là est capable de sortir une dinguerie comme celle-ci, c'est-à-dire un mensonge factuel,
sans qu'on lui ait demandé de le faire. Donc c'est ça le problème. Et donc l'alternative, pardon, pour répondre à ta question, l'alternative, c'est évidemment, alors 2 choses selon moi. Un, de soutenir évidemment les médias indépendants comme le tien. Donc je préfère dire indépendant qu'alternatif en fait. C'est juste que l'avantage c'est que tu es indépendant. Comme le tien, comme ceux pour lesquels je travaille. Et parallèlement, faire pression amicale auprès de ces fameux médias pour qu'ils se réunissent. Il faut qu'ils se réunissent, il faut qu'ils aient une plateforme commune où chacun ait un créneau et que les gens qui souhaitent avoir une information autre que celle des chaînes et des radios mainstream puissent savoir qu'en cliquant soit sur leur clavier, soit en cliquant sur une chaîne YouTube ou sur la TNT ou je ne sais quoi, puissent, même si je n'ai pas trop d'espoir pour la TNT, mais enfin bon, puissent savoir qu'ils vont trouver sur plein de thématiques, celles que tu abordes toi, mon cher ami, celles qui sont abordées par le média, qui sont abordées par Blast, par Arrêt sur Image, et ainsi de suite, qui vont trouver H24 des émissions, des points de vue, des reportages qui vont convenir à leur attente, à leurs attentes, à leur sensibilité possible aussi. Mais voilà, il va falloir, il y a déjà un projet qui a pas mal avancé. Je remercie Daniel Schneiderman pour ça d'ailleurs, mais il va falloir avancer, il va falloir regrouper un maximum et mutualiser tout ça pour qu'on arrive à quelque chose, un socle commun qui permette d'avoir quelque chose qui puisse faire face à tous les médias dominants. Voilà, je croise les doigts. On s'en reparlera puisque, comme je le disais au départ, et je termine là-dessus, on s'en reparlera parce que, comme je le disais au départ, on a commencé à discuter avec plusieurs parlementaires, plusieurs parlementaires, plusieurs parlementaires, dont Émeric Caron, avec qui j'étais ce week-end, sur cette question essentielle de repolitiser le débat et de reposer sur la table le débat et la question de la réglementation et de la régulation des médias. Voilà, et je croise les doigts. Merci Mourad. Comme tu dis chaque fois, nous devons continuer la mobilisation pour reconstruire un paysage médiatique qui redonne espoir, dignité et voix libre aux citoyens. Merci beaucoup, notre cher ami Momo Guichard, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour ma personne toujours de te recevoir. Et à bientôt, camarades. Merci beaucoup. Au revoir. Avec grand plaisir et merci pour l'accueil qui est toujours au top. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt.